Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission hebdomadaire Parlons-en. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et je vous en remercie. Tout de suite, les sujets de ce soir. Le scandale dans les EHPAD, que doit-on faire? Un point sur les élections présidentielles. Doit-on demander un casier judiciaire aux candidats? Et la deuxième, doit-on continuer à publier les parrainages aux candidats? Et pour finir, primaire populaire, la gauche est-elle à bout de souffle? Tout de suite, avec nos 4 co-débatteurs, Naïma Sifer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjointe au maire à Angerville. Tout à fait. Bienvenue à vous. Merci. À côté, Nadia Cherif Ragibi, vous êtes entrepreneur nomade social. Bonsoir. Tout à fait. Soyez la bienvenue. Merci. De l'autre côté du plateau, Amina Bakar, vous êtes élue à Avon. C'est bien ça, bonsoir. Bienvenue à vous. Merci. Et pour finir, Malik Yetou, je vous présente en dernier. Ouais. Vous remarquerez que la parité n'est pas respectée, Oui, un petit peu. mais on ne va pas s'en plaindre. J'ai voulu quitter le plateau, mais bon, finalement, je me suis dit, c'est le retour de l'histoire. Hein, Mais vous voyez, on est amené à disparaître, mon cher Abdelsam. on essaye de rééquilibrer les choses. Alors, vous êtes vice-président de Mouvement des Territoires et vous êtes ancien élu Oui, c'est ça, exactement. local. Très bien. Sur le premier sujet, je demande à lancer la vidéo. Tout le sens de cette enquête, c'est de raconter qu'on parle souvent de maltraitance, d'actes isolés. Mais là, ce qui se passe, c'est que le personnel soignant se retrouve obligé d'être maltraitant parce qu'il fait face à un système qui produit ces dysfonctionnements. Ce que je raconte grâce aux témoignages de très nombreux soignants, mais aussi ensuite, j'ai dû remonter plus haut dans l'échelle décisionnelle, rencontrer des directeurs régionaux et des gens du siège, de tous les services achats, les services RH, qui m'ont raconté méthodiquement justement le système mis en place par les dirigeants de ce groupe, qui est d'abord un système de réduction des coûts extrêmement violent. On vous a proposé de l'argent pour arrêter d'enquêter? J'ai subi pendant cette enquête un certain nombre de pressions pour éviter d'aller au bout de cette investigation. Et effectivement, il est arrivé à la moitié de mon enquête qu'un intermédiaire me propose une importante somme d'argent pour me dissuader d'aller au bout. C'était 15 millions. 15 millions d'euros. Alors, Les Fossoyeurs, hein, fruit de 3 ans d'enquête et de 250 entretiens, l'Orpea accusé d'avoir mis en place un système qui maltraite nos aînés. Des inspections sont menées depuis jeudi par l'Agence régionale de santé après les révélations du livre Les Fossoyeurs, qui dénonce de graves dysfonctionnements dans les établissements du groupe Orpea. Malik Yetou, Oui. vous avez pu voir dans l'actualité ce scandale. Aujourd'hui, on ne prend pas soin de nos aînés. Alors, deux approches. Une première un peu plus philosophique et une deuxième un peu plus sur le terre-terre, le terrain, entre guillemets. La première philosophique, c'est aujourd'hui, l'indicateur en économie, c'est l'argent. Le système capitalisme, c'est l'argent. Donc, demander à des centres d'EHPAD de ne pas faire de profit, c'est un euphémisme. Ça n'a pas de sens. Donc, évidemment que pour que ces maisons de retraite fassent du profit, ils sont obligés de se baser sur un indicateur qui est l'argent. C'est scandaleux, c'est horrible, mais c'est comme ça. La deuxième des choses, c'est sur le plan philosophique. Comment on peut, Fernand Braudel le disait, comment on peut observer une civilisation? La première, c'est l'éducation. La deuxième, c'est le traitement des animaux. Et la troisième, c'est le traitement des seniors. C'est comme ça qu'on calcule. C'est comme ça qu'on vérifie. C'est comme ça qu'on observe une civilisation, si elle est stable ou pas. Notre problème français, c'est qu'on a toujours considéré que les seniors, et encore même dans cette campagne présidentielle, n'est pas un sujet. Le sujet, c'est la productivité, c'est l'économie, c'est des fois la sécurité, c'est des fois l'immigration, mais tout est lié à la production. Et on a oublié que nos seniors, ceux qui ont été les mains d'hier, et aujourd'hui qui ont besoin de tout notre attachement, de notre amour, de notre tendresse, de nos soins, on les a mis de côté pour des raisons simples, c'est qu'ils ne rapportent plus grand-chose. Ce n'est plus une économie, ce sont un temps long. Et ce temps long, on ne l'utilise pas. On n'utilise pas leur savoir, on n'utilise pas leur tendresse, on n'utilise pas leur sagesse, on n'utilise pas leur expérience, parce qu'on considère qu'ils ne produisent plus rien. Et c'est un système philosophique qu'il faut changer. Ce scandale, entre guillemets, c'est un scandale sain. Qu'on arrive à savoir que dans nos EHPAD, certains de nos seniors, on ne change pas les couches, qu'on ne leur donne pas le nombre de plateaux nécessaires pour qu'ils puissent se nourrir, qu'ils n'ont pas les soins nécessaires. Je peux vous assurer qu'on pourrait même, j'en suis sûr, découvrir d'autres scandales sur le Doliprane. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le paracétamol est utilisé à des fins qui... d'autres écrivains l'ont écrit, hein, où il y a eu de grands reportages qui ont été effectués. On utilise le paracétamol pour amener les gens tout doucement à la mort.
où on pousse un petit peu les retraités vers le cercueil. Et je crois qu'il y a deux choses. Premièrement, l'ARS qui fait une vraie campagne un petit peu aujourd'hui pour dire attention, vous allez voir ce que vous allez voir, nous on enquête et puis il va y avoir des sanctions. Et la deuxième, c'est un petit peu de retrouver l'équilibre au sein de ces collectivités qui devraient avoir une mainmise sur ces maisons de retraite. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous mettez plus de proximité locale, c'est-à-dire que le pôle aujourd'hui de justice, entre guillemets, pour les citoyens dans une collectivité, c'est la mairie. Et le maire est responsable un peu de tout, de rien. Ça commence, mais en tout cas, on part de très loin. Bien sûr. Et là, il faut absolument mettre le paquet sur que les municipalités ainsi que les départements puissent remettre la main sur les maisons de retraite pour essayer d'apporter des éléments nécessaires, même en termes d'économie. Nadia Cherif Ragibi, justement, sur cette phrase, prendre soin de nos aînés, c'est déjà prendre soin de nous. Vous n'avez pas l'impression que la société marche à l'envers aujourd'hui? Bien sûr qu'elle marche à l'envers et moi je rejoins les deux seuls hommes qui sont sur le plateau, mais c'est un des serpents de mer qui est là depuis des années, l'éducation, justement nos anciens, et il y a cet effet bénéfice-risque, c'est-à-dire que le bénéfice, il faut qu'il soit là, il faut que ce soit rentable, il faut mutualiser le risque, qu'on en perde certains. On a déshumanisé une partie de notre population qui est le reflet de nous-mêmes. Moi, je suis désolée. Si depuis 2003, où on a géré une canicule, mais qui a été affreuse, les choses n'ont pas changé. Il n'y a pas eu de loi qui a été promulguée pour justement protéger nos aînés. Et tout ça Il existe un plan canicule depuis. Oui, mais protéger nos aînés tel qu'on le voit aujourd'hui et tel que l'a annoncé ce livre, Les Fossoyeurs, d'ailleurs, mettre la lumière sur quelque chose d'aussi sombre, c'est fantastique. Mais en 2022, je le redis encore une fois, on en est encore là. Donc à nous aussi de faire en sorte que nos anciens ne soient pas traités comme un objet de rentabilité, comme on le fait avec l'hôpital, comme on le fait avec l'école, comme on le fait avec les salariés, comme on le fait avec les zones de non-droit en France. La France, c'est liberté, égalité, fraternité. Mais est-ce qu'on n'est pas dans le principe, sur ces sujets-là. Est-ce qu'on n'est pas dans le principe du service public, justement, permettre un service à n'importe quel prix, service public, quoi qu'il en coûte, pour reprendre le terme quoi qu'il en courant. coûte, il a géométrie variable. Oui. Alors, moi, j'aimerais que le quoi qu'il en coûte, il existe partout. Surtout aujourd'hui, on est en train d'avoir une population qui est en train de dire stop. Les gilets jaunes, c'était avant-hier. Les gilets rouges, ça va être demain. Donc c'est aujourd'hui qu'il faut faire en sorte de traiter les sujets tels que ceux-là. Et pas parce qu'il y a eu un livre, encore une fois. Namina Sifer, Oui. quand on voit ce scandale, est-ce qu'on est tenté de laisser ses parents justement dans un EHPAD quand on voit le constat? Non, pas du tout. C'est vrai que c'est des images insoutenables parce qu'on s'imagine aussi nos parents, nos grands-parents, etc. dans ces EHPAD. Et je pense que justement, on parlait de collectivité tout à l'heure, il y a d'autres systèmes. En fait, le système EHPAD, pour moi, c'est un système complètement révolu. Ça ne marche plus. Et c'est quoi l'avenir alors? L'avenir, c'est quoi? C'est des maisons intergénérationnelles, par exemple, avec des salles communes. Il y a le système avec des personnes à la maison, tout simplement. La plupart il reste encore des personnes âgées qui ont encore toute leur autonomie. Donc pourquoi pas les laisser à la maison et avec une aide à domicile, etc. Essayer de développer surtout ces maisons intergénérationnelles plus ces aides à domicile. Alors le conseil départemental propose aussi les aidants familiaux qui permettent d'accompagner les parents ou un conjoint jusqu'au bout de sa vie et permettre à ces personnes de pouvoir percevoir un revenu tout en cessant une activité. Vous pensez que c'est une chose qui va se développer justement? Ça peut se développer, oui, bien sûr. Je pense que ce système-là, il sera beaucoup mieux que le système actuel EHPAD. C'est plus un système. Ça reste une option, bien sûr. Ça reste une option et le système EHPAD, c'est plus possible. Moi, je pense, peut-être je vais pas être d'accord avec Malik, mais il faut que ce soit à but non lucratif. Je pense que ça doit être un système à but. Voilà. Moi, mon fils, quand il était en crèche dans un hôpital gériatrique. Et il y avait des personnes qui étaient là à l'année et des tout petits. Et ça, c'était fantastique. C'était intergénérationnel. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça existe. Alors, il faut créer le lien. Et ça, il faut doit se développer. Voilà, ça fait partie des options également. Amina Bakar, on ne vous a pas entendu sur le sujet concernant justement ces parents qu'il faille accompagner. Est-ce qu'on n'a pas tout intérêt à revenir aux fondamentaux, à savoir garder les parents près de soi et s'occuper d'eux? C'est une idée?
Oui, c'est une bonne idée. Après, avec la façon dont on vit aujourd'hui, où tout le monde travaille, femmes, hommes et femmes travaillent dans la maison, les enfants sont scolarisés, il est vrai que pour accompagner les aidants qui aident une personne familiale dans leur domicile sont quand même pris à temps plein. C'est quelque chose qui est une charge mentale et une charge physique, une charge au quotidien. C'est pas quelque chose qu'on peut faire à côté. Donc si on s'y dédie, effectivement, ça demande à s'y consacrer à plein temps. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une demande de revalorisation de l'aide des aidants. Parce que d'un moment, c'est ce qui leur permet de vivre dignement. Donc c'est une façon de se dire que oui, on peut accompagner mieux les aidants, on peut accompagner ceux qui le choisissent, mais ça doit être un choix plein et entier et on doit en avoir les moyens. C'est-à-dire que si on perd un salaire entier pour aider quelqu'un de sa famille, c'est un choix qui peut s'arbitrer parce que sentimentalement on a envie d'accompagner les siens, mais c'est pas possible pour tout le monde, il faut s'en rendre compte aussi. Donc la participation de professionnels sur cette thématique-là d'aidants, c'est important. Maintenant, je veux revenir sur la généralisation, sur l'état du grand âge en France. L'idée en fait de créer carrément une 5e filière de la sécurité sociale dédiée au grand âge a été proposée par le Parlement récemment, qui est une vieille idée qui a été proposée déjà sous Sarkozy suite au plan canicule, suite à la grande canicule qui a fait disparaître beaucoup de nos anciens, de savoir qu'il fallait une branche dédiée à la sécurité sociale pour le financement de la perte d'autonomie qui est un des grands enjeux d'avenir, où on aura de plus en plus de perte d'autonomie pour les plus de 60 ans. Aujourd'hui, ça concerne à peu près 15 à 16% de nos anciens, mais ce sera grandissant. L'OCDE a condamné la France en disant que nous avons des sous-effectifs dans nos établissements qui accueillent des personnes dépendantes et des personnes juste en autonomie. C'est-à-dire que... Et pour des intérêts économiques. Pour des intérêts économiques, ils ont recommandé d'augmenter ces capacités effectives jusqu'à 60% d'ici 2040. Donc c'est énorme, on a un déficit à combler. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Le revers de la médaille, c'est l'appétence de ces métiers, la rémunération, l'image de ces métiers aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est pas valorisé. Avec la crise, on a reconnu qu'il y a des métiers qui étaient utiles. Utiles pour le bien-être de tous et utiles parce que nous sommes peut-être tous amenés à y passer. À part, effectivement, si on peut y couper. Justement, voilà, donc j'avais employé cette phrase. Prendre soin de nos aînés, c'est déjà prendre soin de nous. Exactement. Est-ce que on ne doit pas justement développer ce cercle vertueux, à savoir que si l'on est bienveillant avec ses parents, mécaniquement, nos enfants nous auront pris comme exemple et reproduiront exactement le même. Tout à fait d'accord. Après, il y a aussi la prévention sur la perte d'autonomie sur laquelle on doit jouer, l'état de notre santé et comment la conserver. Le soin, c'est aussi le soin au quotidien, la prévention des soins et l'accès aux soins de santé. Aujourd'hui, nous n'avons pas le même accès aux soins, on l'a bien vu pendant la crise avec la vaccination et bien d'autres choses. Et si nous prenons soin de nos parents, il faut aussi que de l'autre côté, il y ait l'accompagnement des professionnels tout au long de sa vie. Donc se pose la question de l'accès aux soins en général et de la prévention aussi aux maladies liées aux professions, liées à la qualité de vie, à la qualité d'alimentation, et sur lesquelles nous pouvons y couper. Il y a deux choses qui ont été dites, et je vais repartir sur l'aspect économique, parce que il faut essayer d'avoir un discours clair et net pour ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, parce que le sujet, il se présente comme ça. Moi, j'ai été conseiller municipal d'une ville, et à un moment donné, on devait voter sur des délégations de services publics. Par exemple, concernant les crèches. La question qui se posait, c'était toujours de dire, est-ce que ça devrait rester à la municipalité de gérer les crèches, ou est-ce qu'on devrait laisser des entreprises externes de gérer les crèches, et puis ça serait mieux géré, on ferait des économies. L'aspect était très économique. Tous les débats étaient liés sur l'économie. Évidemment, on prenait en compte l'enfant, les berceaux, le traitement de l'enfance, mais c'était très basé sur l'économie. Aujourd'hui, sur le scandale qui concernant nos seniors, il a été rappelé qu'il y avait un plan grand âge qui avait été mis en place sous Xavier Bertrand sur les questions liées à nos seniors et sur les maisons de retraite. Moi, je dis que évidemment, il faut innover sur ces questions-là, mais il faut regarder comment ça se passe à l'autre bout du monde. Au Japon, les seniors restent très longtemps chez leurs parents, accompagnés par l'État, par des financements, mais ils restent très longtemps chez leurs parents. Est-ce qu'aujourd'hui c'est un modèle qu'on veut? Il faut regarder un petit peu. J'ai regardé les tarifs avant d'arriver sur le plateau sur des. Neuilly-sur-Seine, c'est 7 000 €. C'est ce que j'allais dire. Vous vous rendez compte? Si on essaye d'être un tout petit peu sérieux autour de ce plateau, qui est capable de mettre 7 000 €? Impossible. Peu importe l'amour qu'on a pour nos parents, mais qui est capable de mettre 7 000 € pour garder une personne tous les mois, un senior tous les mois dans une maison de retraite. C'est presque impossible. Il a été rappelé, les gilets jaunes, je veux dire, aujourd'hui, la vie est très dure pour les Français, pour de nombreux Français. Donc mettre son père ou sa mère, c'est déjà un déchirement de se séparer pour des questions. On parle d'humain, là. On ne parle plus d'économie. Mais l'aspect économique a un jeu très important dans ces questions-là. Alors, il faut se dire les choses très clairement, mon cher Abdeslam. Soit on retire l'économie de ce sujet et on dit, bah, écoutez, c'est un vrai sujet de société, et donc c'est à l'État, et c'est aux collectivités et aux communes de prendre ça en charge. Et dans ce cas-là, c'est la solidarité nationale qui prend tout. Ou local. Ou local, qui prend le coup, et puis donc on est clair. Soit on dit, non, on est quand même un système un petit peu libéral et capitaliste, où on laisse un petit peu installer aussi l'économie, et il faut laisser aussi les entreprises aussi jouer le jeu et prendre nos seniors et traiter nos seniors. Au risque que l'économie prenne le pas, au même titre que pour les crèches.
C'est un choix de société, Nadia? Oui, c'est un choix de société. Aujourd'hui, je pense que la société, elle est apte et elle peut justement arbitrer. C'est le moment, je pense aussi, de se dire stop, ça suffit C'est une maintenant. volonté politique. Prenons soin de nos anciens. Bien sûr. Très bien, ça sera le mot de la fin sur ce sujet. Je voudrais juste rajouter. Oui, pardon, je vous en prie. Le choix économique aujourd'hui de porter par le privé, des acteurs privés, la gestion des EHPAD, c'est la majorité de la gestion aujourd'hui. 43% sont gérés par l'État, le reste par des acteurs privés. Ce choix a un coût pour l'État. Il y a des niches fiscales pour des déductions des personnes qui mettent leur famille dans des EHPAD. Donc c'est-à-dire que c'est pas ex nihilo, que c'est juste des fonds privés. Il y a aussi du fonds public. Oui. Il y a l'accompagnement des départements et des collectivités lorsqu'il y a des impayés. Donc c'est-à-dire qu'à tous les niveaux, on crée la déperdition en fait de ces financements. Ça a pas l'air de Et fonctionner. pour quelle efficience en fait? Donc c'est pour ça que je pense que le mettre dans du lucratif aujourd'hui, est-ce que ça a encore du sens quand c'est tellement sous perfusion de fonds publics? Alors aujourd'hui, peut-être qu'il y a un fonctionnement différent. On a pensé l'école gratuite. Je pense qu'on peut s'en honorifier. On pourrait penser demain les EHPAD, Ouais. que ce serait pour certains à titre, on verrait à quel prix, mais pas gratuit ou presque. Mais effectivement, on enlèverait tout ce qui est les niches fiscales existantes, on enlèverait tous les aides, les impayés autres faits par les collectivités qui aussi alourdissent leur Vous financement. pensez que l'État est en charge d'absorber justement cette charge supplémentaire, il faut qu'il en elle qui a fasse déjà une- du mal avec les hôpitaux? Ce ne serait pas supplémentaire, parce que de toute façon, il y a des rééquilibrages dans ce qu'on déduit aujourd'hui en déduction fiscale, dans toutes les aides, parce que quand on fait de l'hébergement de seniors, il y a des aides aussi pour le logement, il y a des aides aussi au niveau du département, il y a des aides. Donc à tous ces niveaux-là, on crée des aides, doublons d'ailleurs des fois, ou des aides pour les impayés. Ce qu'on pourra enlever pour créer de la dignité, c'est-à-dire vivre dignement dans un hébergement géré avec des conditions de service public, eh ben, certainement, on n'aurait pas forcément le même résultat. Je ne sais Donc, pas si ce serait plus Il y efficient. a des questions de priorité. Il y a des questions après de... Donc Question de retirer priorité. l'aspect comptable et financier Ça ferait peut-être pas tout. du soin des aînés. Très bien. Passons au sujet suivant, Merci. qui est le point élection présidentielle, avec deux questions. La première, doit-on demander un casier vierge aux candidats? La vidéo. Pour parachever cette œuvre et pour répondre à une aspiration populaire qui est évidente au regard de l'ampleur de certaines pétitions citoyennes et pression de l'opinion publique, la majorité a décidé d'adopter cette proposition de loi pour imposer un casier judiciaire vierge pour les candidats. Il ne s'agit pas, contrairement à ce que l'on peut entendre parmi les discours malhonnêtes, de stigmatiser les élus, mais d'aligner les exigences sur celles qui existent pour certains fonctionnaires, pour les avocats et pour les magistrats, dont la bonne moralité est exigée. En effet, plusieurs centaines de professions exigent un casier judiciaire vierge, ou au moins que n'y soit inscrite aucune mention incompatible avec l'exercice des fonctions remplies. Être un élu n'est pas une fonction ni une activité comme les autres. L'image que renvoie la représentation politique impacte la société tout entière. Tendre vers cette exigence doit participer de la volonté de renouer un lien de confiance avec les citoyens. Alors la question est simple. Doit-on demander un casier judiciaire à l'identique des fonctionnaires, fonction publique d'État ou fonction publique territoriale, pour les candidats? Et ma question, elle n'est pas anodine. Et vous savez que nous avons un supposé candidat, prétendu, candidat à l'élection présidentielle qui a été multiple récidiviste et condamné pour incitation à la haine raciale. Maliki Etouré. Non, je refuse qu'on tombe dans cette démocratie où les juges auraient le pouvoir. Il y a deux aspects. Évidemment, sur le plan moral, c'est très merveilleux de se dire que quand on est candidat à l'élection présidentielle ou quand on veut se présenter à une élection, il faut qu'on ait un casier judiciaire vierge comme les fonctionnaires, comme le policier, l'enseignant. Mais il y a un vrai risque dans cet angélisme politique et le discours que je viens d'entendre de cette sénatrice, je crois, c'est ça, ou députée, je crois, écologiste, qui essaie de mettre un petit peu le vrai juge, c'est le peuple. Ils sont souverains. Vous savez, il ne faut pas prendre les Français pour des imbéciles. Ils sont capables de décider de savoir s'ils veulent voter pour une personne qui a été condamnée ou s'ils ne veulent pas voter pour une personne qui n'a pas été condamnée. La question se pose, c'est que, imaginons demain, on décide de mettre cette loi en place, que vous présentez à une élection, que vous avez des petits différends avec un juge, que ce juge vous condamne, vous serez tout de suite éliminé de l'élection. C'est-à-dire que vous ne pourrez même pas vous présenter devant les Français, ni votre programme, ni vos idées. Et dans ces cas-là, on donnerait un pouvoir à la justice qui serait très dangereux pour notre démocratie. Je ne dis pas que les juges sont tous politisés, je ne dis pas que... Mais on a quand même connu le syndicat, le grand syndicat de la magistrature qui avait fait le mur des cons. On sait les enjeux et les dangers de donner le pouvoir trop
C'est parce que la justice doit rester un contre-pouvoir, ça ne doit pas être un pouvoir totalement indépendant non plus. Donc il faut être très prudent sur ces propositions, parce que demain, Enfin, le pouvoir judiciaire est indépendant. le pouvoir judiciaire est indépendant, mais il ne faut pas non plus que ça soit un vrai pouvoir qui puisse mettre en difficulté, ça doit rester un contre-pouvoir. C'est pour ça qu'on dit que c'est un contre-pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir doit rester au peuple. Malik et tout. Oui. Quand on est, Je savais que j'allais quand déclencher on est sur ça. candidat Oui. pour un poste de gardien de gymnase et qu'on est refusé parce qu'on a commis une infraction, et qu'à côté de ça, on a quand même un homme ou une femme qui se présente à une élection, qui va gérer tout un État, tu ne T'entends pas bien justement que c'est disproportionné? Alors, je te repose la question. Est-ce que tu serais capable de voter pour une personne qui a été condamnée? Oui, non. Non, mais je vous écoute. D'accord, très bien. Donc, tu es un citoyen qui a totalement ton libre arbitre et tu sais très bien pour qui tu veux voter, pour qui tu ne veux pas voter. Donc, dire que le juge... Parce que, attention, c'est une dérive très importante qui est en train de se produire. C'est-à-dire que si on donne le pouvoir au juge de décider qui peut être candidat, qui ne peut pas être candidat, on met un frein à notre démocratie. Je rappelle juste un petit peu les classiques pour tout le monde, la Constitution, la Déclaration des droits de l'homme. La vraie décision, c'est le peuple. Le peuple est souverain. Donc c'est le peuple qui décide. Ce ne sont pas les juges. Les juges ne sont pas, ils sont nommés. Ils sont pas. Donc dans la vie de tous les jours, si demain ou après-demain, je ne sais pas, votre enfant, votre neveu, qui que ce soit, veut postuler un poste et que malheureusement il a eu un problème à un moment donné, aujourd'hui, c'est la vérité, et c'est ce qui se passe dans la cité dans laquelle nous vivons, la nation. Justement, il est mis de côté. Il y a une présélection Et c'est la décision d'un juge. parce que c'est nécessaire. Donc moi je pense, qu'est-ce que c'est les condamnations? oui, mais je pense aussi que celui qui est censé nous représenter et représenter la nation, il est censé être clean. Mais j'entends bien ce que vous me Donc, dites. Mais moi, je suis d'accord sur le fond. Enfin, je veux dire, moi, j'irai pas voter pour quelqu'un qui a été condamné. Voilà. Mais vous savez, le vote, ça se passe dans l'urne. C'est vous et votre bulletin. Mais si demain vous donnez ce pouvoir au juge, comme ce qui s'est passé avec l'affaire Fillon. Oui, mais là on parle de présélection. Non, c'est très important ce qu'on François Fillon n'était pas condamné. Il n'a pas été condamné, il était mis en examen. Oui. Déjà, c'était déjà pas mal. Alors, juste la mise en examen l'a disqualifié pour l'élection présidentielle. Et moi, je dis simplement que si demain on commence à mettre le doigt dedans, il va y avoir tout un découlé qui va être très compliqué parce qu'on va donner la possibilité à des juges de décider qui sont candidats et qui ne le sont pas. Et nous savons qu'il y a des juges qui sont très politisés. Et je pense que c'est un gros risque. Pour l'instant, moi, ma position elle est très claire. Je n'irai pas voter pour un candidat qui est condamné. J'espère que c'est pareil autour de ce plateau pour tout le monde. Et donc, on n'a pas besoin de faire une loi pour ça. Vous savez, les gens, ils sont intelligents, ils ont leur intelligence, ils peuvent faire des choix. Pas besoin de faire des lois pour tout. C'est de la morale, là. Et moi, je ne vais pas sur de la morale. Et concernant le gardien ou l'autre qui a été condamné, c'est un vrai sujet aussi encore philosophique. Une fois qu'on a été condamné, qu'on a fait notre peine de prison, est-ce qu'on a payé notre peine à la société? C'est la double peine. C'est payer à nouveau l'addition ad vitam aeternam. Peut-être qu'il faudrait réfléchir là-dessus. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un casier judiciaire pour être gardien de gymnase? Je comprends pas trop non plus l'idée. Est-ce qu'on a besoin d'avoir un casier judiciaire pour nettoyer les rues de Paris? Je comprends pas non plus l'idée. Donc c'est un sujet qu'il faut aborder. Naïma Sifer, justement, par rapport à ce sujet, on demande le patrimoine de chacun des candidats. De la même manière, est-ce qu'on doit demander justement une certaine probité? Pour moi, c'est une évidence. Un élu doit être irréprochable. Après, c'est mon point de vue. Il doit être exemplaire. Mais voilà, il doit être exemplaire et il n'y a pas de sujet là-dessus. On ne peut pas laisser un élu qui a des grandes responsabilités au niveau de l'État avoir un passé où il a, je sais pas moi, détourné des fonds ou quoi que ce soit, même s'il a fait sa peine. Je pense personnellement que... Mais pourquoi vous ne faites pas confiance aux Français? La plupart des Français... J'ai du mal à suivre ça. Mais moi, je fais confiance aux Français. Les Français décident, ils choisissent. Je veux dire, à un moment donné, vous n'allez pas commencer à dire aux Français qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon. C'est pas la question qu'on dise bon ou pas bon. C'est la règle du jeu. C'est la règle du jeu. Voilà, tu as été condamné pour telle ou telle chose. Après, ça dépend de l'infraction. Tout dépend de l'infraction. Du crime. Voilà, ou du crime. Alors, tout dépend de l'infraction du crime. Dans l'histoire de la République, je ne connais pas beaucoup de candidats à l'élection présidentielle qui sont présentés avec un crime. Il n'y en a pas beaucoup. Effectivement, heureusement. J'en connais pas même. Il faut rester très sérieux sur le sujet. Mais des infractions, il y en a eu pas mal. Là, le question, je veux dire, c'est éliminatoire. Imaginons que vous avez été condamné, je sais pas, moi, peut-être pour un excès de vitesse, mon cher Dessem. Ça vous disqualifie? Non. Ça peut vous disqualifier. C'est pour ça que j'insiste. Non, mais c'est pas le projet de loi. C'est-à-dire que ça peut vous disqualifier de vous présenter pour être. Tout dépend de l'infraction. C'est pour ça que je dis tout dépend de l'infraction. D'où le souci de transparence, que ce soit au niveau de son patrimoine ou que ce soit au niveau de son casier judiciaire. Mais je n'aime pas aussi qu'on demande le patrimoine aux gens. Ça m'agace.
Non, mais Moi, j'ai pas envie de savoir, mais c'est pour ça Mais qu'on c'est va avoir des vrais difficile. débats. Bah, bien sûr. Alors, Mais ça permettez- être le Français le plus clean pour représenter les Français. Alors, on va Tout écouter Amina simplement. Bakar, parce qu'elle n'a pas donné son avis sur le sujet. Je vous trouve candide quand même. Hein. Oui, Je vais commencer comme ça. Après, c'est la question de l'exemplarité qu'on veut. Quelle exemplarité politique, quelle exemplarité publique? L'exemplarité politique, elle peut commencer par le casier judiciaire et après demain se finir par la moralité, moralité de bon père de famille. À l'époque, on parlait de ça suffisait. Aujourd'hui, ce serait peut-être bonne mère également de famille et autres, comme on a fait le reproche à Valérie Pécresse. Donc ça, c'est encore une parenthèse. C'est une parenthèse. Mais effectivement, ça peut être des sujets qui disqualifient médiatiquement ou socialement. Maintenant, l'histoire du casier judiciaire, il y a deux choses. En France, il y a la punition une fois qu'elle est exécutée, on réhabilite les gens dans la société, on estime qu'ils ne doivent Les gens plus ont rien droit à à la la rédemption. société. Voilà, les gens ont droit à la rédemption, ont droit à Le droit à une l'oubli. deuxième chance, le droit à l'oubli de la peine. Les peines ne sont pas publiques, c'est-à-dire que pour le particulier, le commun, les peines sont connues que par le justiciable et par l'administration. Là, pour le cas d'un candidat, ça deviendrait public, donc c'est quand même déjà assez dérangeant. De deux, pour un justiciable, il a la possibilité de demander un effacement de sa peine, selon la peine qui a été exécutée. Il y a des peines, par exemple, qui ne peuvent pas être effaçables, par exemple les peines vraiment sur enfants mineurs, sur des pédophilies ou sur des crimes bien plus graves, et dans ce cas-là, ils resteront toujours pour Circonstances éviter aggravantes. qu'ils puissent être recrutés à des postes justement proches d'enfants, et d'ailleurs, il y a beaucoup de sujets là-dessus. Oui. Maintenant, si un candidat devait être condamné, parce que là, c'est pas juste une infraction, si on est condamné et que ça figure sur ton casier judiciaire, c'est que tu as fait quelque chose qui était répréhensible d'une auteur pour figurer sur ton casier judiciaire. C'est pas D'ailleurs, forcément Tout juste dépend du numéro de volet. du numéro de volet aussi. Voilà. Est-ce que le président aurait droit à l'effacement? Est-ce que ce serait tout entendu tous les crimes, dans ce cas-là, crimes et délits, est-ce qu'il y a un niveau pour lequel, à partir Ah, de les cela, crimes, il ça faudrait... n'existe pas. Bon, pas les crimes, mais Ouais, les des délits, délits assez délits. importants, mais bon, Oui, ça voilà. peut, enfin, Est-ce qu'on pourrait dissocier Ça ou peut pas, ou est-ce que arriver, ce ça serait peut arriver. global? Après, moi, je suis ni pour ni contre. Je pense que l'exemplarité aujourd'hui politique, elle est importante. Je suis tout à fait d'accord parce qu'il y a une vraie perte de confiance politique. Maintenant, est-ce que c'est cet outil-là qui permettra de rétablir? Je ne suis pas certaine. Je ne suis pas d'accord qu'on redonne plus de pouvoir aux juges parce qu'il y a même la Cour des comptes qui peut vous rendre inéligible. Il y a la peine d'inéligibilité pour tout candidat qui n'a pas été à jour dans ses comptes ou pour Oui. plusieurs choses. On peut être inéligible. Pour phobie Donc, je pense administrative. qu'il y a hein. déjà des choses, on doit renforcer, je suis d'accord. Après, la question se pose de savoir est-ce qu'on doit donner toujours le choix au peuple pour tout. Je suis d'accord de donner le choix au peuple pour tout. Maintenant, vous avez pris l'exemple de Fillon, il a fait un score énorme pour quelqu'un qui a été discrédité par rapport à sa mise en examen et par rapport au tapage médiatique qu'il y a eu. Donc, pour dire que si on laisse le choix au peuple pour tout, ce que j'entends, je pense que c'est important et c'est la pierre triangulaire de la démocratie. Vous dites des mais quand même. Hein. Non, je dis pas des mêmes, Parce c'est-à-dire que qu'au vous bout dites, d'un on moment, laisse la possibilité au peuple. il faut de des choisir, gages. Mais il faut toujours des gages et mais des je suis- contours je pense pas que- importants. je pense pas que c'est de la Ça démocratie, peut en faire partie. Il faut Moi, mettre des je garde-fous. pense que ça peut en faire partie à partir de Faut certaines mettre des garde-fous. gravités de délit et d'inscription au casier judiciaire. Je pense que la réflexion devrait être ouverte. Il s'agit de l'exemplarité politique. Voilà. Vous avez abordé justement le rejet d'une certaine classe politique où on a le sentiment qu'il y a une certaine impunité, qui ne sont jamais condamnés. Justement, c'est pas aussi réhabiliter le politique en exigeant cette probité pour les candidats à l'élection présidentielle? Alors, Nadia on demande à la population aujourd'hui de faire des efforts. On est en pleine pandémie depuis plus de 2 ans. Les gens souffrent, le pouvoir d'achat, le prix de l'essence, etc. Et j'en passe et des meilleurs. Et donc aujourd'hui, les Français sont capables de faire tous ces sacrifices, mais ils demandent qu'au-dessus, il y ait, comme vous dites, et c'est le terme, l'exemplarité. Donc moi, je veux bien qu'on puisse demander à la nation française de faire un maximum avec très peu, mais de l'autre côté, il faut que ceux qui sont censés nous protéger, ceux qui sont censés nous diriger et justement guider la nation et donc la prochaine génération puissent montrer l'exemple, parce que finalement, ils doivent être, comme vous le disiez tout à l'heure, agir en bon père ou en bonne mère de famille. Là, il y va de la nation. Puis même dans les corps de métier. Oui. Travailler à Orly, travailler dans un aéroport quelconque, il faut être clean, quoi. Bah, c'est pareil pour les politiques. Enfin, j'estime que... Et il y a eu des cas, aussi avec des fichiers S, Bien sûr. sans qu'ils le sachent, et qui ont été démis de leurs fonctions. Les fichiers S, c'est pas une Sans le condamnation. non, mais sans le savoir. Fichier S, c'est Oui, non, mais Vous êtes je veux écarté bien. de certains postes. Vous bah, êtes c'est- écarté de ça, et sans mais- même mais- le savoir. Sans condamnation. Il y a Sans sans même le savoir. c'est grave quand même. Ça Ça posait pose des des problématiques parce qu'il Tout à fait. suffit d'être fiché pour être disqualifié. Voilà. Alors vous imaginez que là vous criez au scandale quand on est fiché pour être disqualifié et que je vous dis que si demain le juge décide de condamner Éric Zemmour par exemple, j'imagine que vous pensiez à lui tout à l'heure quand vous avez... Vous lisez dans mes pensées. Ça m'arrive parfois, et dans les bars de café aussi. Mais concernant Éric Zemmour, il a été condamné pour haine raciale. Je crois qu'il a été Oui, condamné incitation 2 pour fois, la- multirécidiviste. De ce fait, lui considère que c'est un délit d'opinion. Le juge l'a condamné parce qu'il a apporté une opinion sur l'espace public. Eh ben, il serait plus candidat à l'élection présidentielle. Il représente 12% des Français. Ça nous plaît pas.
Mais c'est le sujet, c'est la démocratie, on doit l'affronter. Enfin, avant de passer aux urnes, ce ne sont que des sondages et que les sondages valent ce Les qu'ils chiffres veulent. disent ce qu'ils veulent. On verra, Les mais chiffres disent ce qu'ils on veulent. n'est pas très loin de la réalité quand même. Malik Etou, on va passer au sujet suivant parce que le il était temps C'était court. bien. Oui, c'était bien. Alors, pour le coup, doit-on continuer à publier les parrainages aux candidats? La vidéo. Prochaines élections présidentielles. Pas du tout. Alors là, je vous avoue que non. Alors en 2022, mais la date précise, je la connais pas. C'est au mois de mai. Avril. Avril, voilà. L'élection présidentielle de 2022 se tiendra les 10 et 24 avril. Mais comme vous avez pu vous en rendre compte, ces dates ne sont pas au cœur des préoccupations de tout à chacun. Et pourtant, l'échéance approche, les candidats sont à la recherche de leur parrainage afin de pouvoir se présenter. Nous avons rencontré 4 maires afin de découvrir leur manière de vivre ou survivre à cette période de démarchage intense. Voici leur témoignage. Direction Grondvillers pour commencer. Pour Jacques Sandras, cette année, les demandes se font un peu plus nombreuses que la fois dernière. Et certains candidats sont parfois insistants. Au niveau du courrier électronique, il n'y a rien de... Juste encore une fois une demande. Ah, encore une. Donc, la même réponse que d'habitude. Surtout que c'est la 4e fois qu'il l'envoie, lui. Nous avons pas mal de demandes. D'ailleurs, ça a commencé déjà il y a bien 3-4 mois. Nous avons eu quelques premières sollicitations. Et puis, bien sûr, depuis quelques temps, ça se précise beaucoup plus. Ça peut se faire par courrier, avec le document à signer, ça peut se faire par téléphone, ça peut se faire par des visites à mairie, et je dois même dire par visite au domicile, puisque pas plus tard que la semaine dernière, il y a quelqu'un qui a sonné à ma porte pour cette chose-là. Mais ma réponse est toujours la même. Nous avons été élus, et j'ai été élu maire, sur une liste apolitique, et donc de ce fait, je ne donne mon parrainage à personne. À Veulflin-les-Saints. Alors Nadia Chérif, doit-on continuer à publier les parrainages aux Moi, je pense candidats? qu'il faut les publier et je pense qu'au même titre que je donne ma voix à mon maire, que j'aime beaucoup, donc si je donne ma voix, j'ai envie que lorsque il a un choix présidentiel à faire, un parrainage, eh bien, il puisse être transparent parce que j'ai voté pour lui, donc j'ai besoin de savoir pour qui lui a voté. Enfin, me concernant, et je pense que d'autres personnes aussi. Maintenant, s'il a cette voix et s'il a cette possibilité justement d'utiliser son droit, c'est aussi grâce à nous. Donc oui, pour moi, je pense qu'il faudrait être transparent au niveau des parrainages. Et est-ce que vous pourriez le sanctionner aux prochaines élections si d'aventure ou par malheur, il devait choisir de donner sa signature à un candidat que vous rejetez en bloc? Oui, bien sûr. Et je ne suis pas la seule, c'est le sujet du moment. Beaucoup de gens le disent. Ils disent, bon, il y a énormément d'abstention. Donc finalement, j'ai l'impression que les gens qui votent, c'est les gens qui pensent qu'il y a, comme nous, qu'il y a un avenir pour cette nation et qu'on fait partie de cette nation, donc il faut aller voter. Mais si la personne pour laquelle on a voté va donner sa voix pour M. Zemmour, Mme Le Pen, ce qui pourrait arriver, parce que finalement le vote est anonyme. Qui me dit que... Malik Etou, mon petit doigt me dit que vous n'êtes pas d'accord. Non, pas du tout. Je suis en total désaccord avec ce qu'il a dit. Mais faites Non, mais je vais aller... je vais être le monsieur désaccord. Non. Ça me va, mais... Vous avez le droit de penser. Mais je vais donner mon point de vue sur ce qui vient d'être dit, par exemple. L'idée, c'est de savoir pour qui le maire va parrainer quel candidat à l'élection présidentielle, parce que nous, on vote pour le maire, et donc de ce fait, on a une sorte de pouvoir sur ce maire, on lui donne un droit, et que... Bon, très bien. Moi, je ne sais pas pour qui vous votez dans l'urne. Et le maire ne le sait pas non plus. Il y a un secret de l'isoloir. Et c'est très bien dans une démocratie. Vous exigez d'un maire ce que vous n'exigez pas de vous-même. Mais il y a un retournement de situation. Non, pas du tout. Il y a un rapport de force qui n'est pas le même. Vous me parlez du maire vis-à-vis du citoyen, alors que moi je vous parle du citoyen vis-à-vis d'une élection présidentielle. Je vais même aller plus loin. Il y a deux élections qui fonctionnent dans notre pays, c'est les municipales et la présidentielle. Les autres sont presque boudés par tous les Français, un peu les européennes qui ont fonctionné. À tort, évidemment, parce que oui, les départements, les régionales, c'est très important, les européennes. Mais bon, les Français boudent ces élections parce qu'ils les considèrent pas très intéressantes. Moi, je me moque pour qui mon maire vote. À partir du moment que c'est un excellent maire pour ma commune et qui fait le job, moi, c'est ça qui m'intéresse. Quand je vote pour mon maire, je vote pour ma commune. Et puis pour la présidentielle, je vote pour le président de la République. Le gros souci qu'on a avec cette histoire de parrainage, c'est que les maires ont des pressions atroces de par les collectivités, de par les régions, de par les grands groupes politiques. Et que ce qui fait que ça exclut
énormément de candidats qui veulent se présenter avec d'excellentes idées pour le débat public. Donc moi je dis une chose, je refuse, pour le coup tu vois je m'énerve, je refuse, et pour le coup comme Général de Gaulle le voulait, la démocratie c'est le débat public, c'est le débat d'idées. Et avec ce type de comportement, des maires sont tétanisés de donner des parrainages à des personnes qui représentent 20%, 12%. Donnez le mode d'emploi dans ce cas. Comment ça? Expliquez-nous, dans ce cas, quelles sont les prérogatives du maire pour ce type de parrainage. Parce que là, vous êtes en train de dire qu'il y a des pressions énormes vis-à-vis des maires. Ah, c'est les maires qui le disent eux-mêmes. D'accord. Hein. Je veux dire, il y a des maires qui disent que moi j'ai peur de donner mon parrainage pour, par exemple, le candidat que vous avez cité tout à l'heure, parce que la région va plus pouvoir subventionner une école, une crèche, mon espace public, que le département va bouder parce qu'il représente les LR ou qu'il représente le Parti Socialiste. Et c'est un risque énorme pour la démocratie. Il y a une pression politique avérée. C'est pour cela qu'il faut un tout petit peu revenir au plus calme et faire que ces parrainages redeviennent comme ils l'étaient auparavant, parce que c'est une idée de François Hollande, pour le coup, il a une très mauvaise idée, de les rendre publics. Il n'y a pas de raison. Enfin, moi, quand je vote, je ne dis pas pour qui je vote. Donc la transparence pose problème, Malik Guessou. C'est pas de la transparence, ça c'est du voyeurisme. Il y a un moment donné, il y a un moment donné, vous exigez des maires comme d'autres élus d'être transparents sur tout. Il faut savoir combien il gagne par mois, il faut connaître son patrimoine, dans quelle maison il vit, avec qui il est. Enfin, je veux dire, ça, c'est pas la vie politique. Moi, ce qui m'intéresse, la vie politique, c'est l'opacité. Je ne connais pas, mais toutes mes Donc prétendantes quelqu'un qui avec s'enrichit pendant, pendant son mandat, c'est normal. C'est pas l'opacité. Pourquoi vous essayez à chaque fois d'opposer l'un contre l'autre? C'est pas l'opacité. Je me Donc moque de savoir quelles est les fonctions pendant son mandat. Oui. C'est la seule façon de savoir. S'il est condamné, la loi de la République est appliquée. Si c'est enrichi pendant son mandat, il sera condamné, puis il sera inéligible. Et puis c'est très bien comme ça. Mais j'ai pas besoin de savoir avec qui vous êtes, combien vous gagnez, pour qui vous votez, pour être un bon candidat. Je trouve que c'est une erreur. Quand on représente les Français, moi je parle de transparence vis-à-vis du poste, du rôle et de la posture. Oui, mais si c'est la personne lambda, bien évidemment. Ça vous dérange pas qu'il y ait des candidats qui n'aient pas leur parrainage? Parce qu'ils ne peuvent pas pouvoir se présenter à l'élection présidentielle et apporter vous ne pensez pas que c'est un vrai problème de démocratie, ça? Vous ne pensez pas qu'on a des problèmes? Moi, je connais un candidat parce que j'ai déjà débattu avec lui, Anas Kazi, par exemple. Il a reçu un appel où un maire lui explique sur le téléphone qu'il ne peut pas être candidat pour des raisons simples, parce qu'il reçoit des pressions de la région, du département. C'est horrible. Naïma Sifer, justement, la multiplicité des candidats, c'est un bon signe de la démocratie, selon vous? Bien sûr, moi je trouve que c'est un bon signe et au contraire, on doit aider ces petits candidats à pouvoir avoir leur parrainage. Même des candidats dont vous vous sentez éloigné? Même des candidats, c'est aussi ça la démocratie. Voilà. Sinon c'est la Chine populaire. Hein. Voilà, honnêtement, je suis... Amina Bakar, par rapport à tout ça? Deux choses. La première chose, c'est de dire qu'effectivement, il y a un vrai désarroi des maires par rapport à l'harcèlement des petits candidats pour avoir des parrainages, mais de l'autre côté aussi, des partis politiques. Parce que cet outil-là est un outil surtout de contrôle et de supervision des maires. C'est-à-dire qu'il y a un fait majoritaire où les maires, à partir du moment où ils sont incartés dans un parti, ils doivent allégeance au parti pour pouvoir donner le parrainage au candidat porté par le parti. Et cette allégeance-là n'est pas automatique. On voit bien qu'il y a un outil derrière politique, une utilisation politique de cette publication, qui est quand même, même si le terme est fort, qui relève du voyeurisme de ce côté-là. Maintenant, il y a un vrai enjeu aujourd'hui de transparence. On a élu un maire avec un programme, avec des idées. Beaucoup de maires sur les mandatures précédentes, il y avait surtout des partis traditionnels. Sur la dernière municipalité, il y a eu beaucoup de maires sans étiquette, qui ne se reconnaissent dans aucun des candidats parce qu'ils se disent « je suis sans étiquette ». Voilà, ils aimeraient ne pas avoir de pression pour donner leur parrainage. Aujourd'hui, il y a cette même classification au niveau des préfectures lorsqu'on est candidat sans étiquette. Et on est très facilement rattaché à une étiquette ou à une autre, alors qu'on a le droit de se reconnaître sans étiquette. Donc il y a quelque chose qui doit être renouvelé, on le sent dans le champ du débat politique et dans la représentation politique et dans la liberté politique de dire j'ai le droit de parrainer quelqu'un d'autre, même si je suis... parce que aujourd'hui on a l'impression que parce qu'on est d'un parti, on valide l'incarnation politique d'une personne, ce qui n'est pas le cas, il y a une crise d'incarnation de tous les candidats politiques, et on valide le programme de la personne. Donner sa signature, ça ne vaut pas adhésion. Ça ne vaut pas forcément adhésion. Donc aujourd'hui, je plaide plus pour un retour, effectivement, à ce que ce ne soit pas public. Quand on voit que les parrainages sont portés par 3/4 des personnes qui le parrainent, ce sont les maires. Donc c'est un vivier énorme. Mais en même temps, cette pression-là, c'est une pression énorme en fait. Il y a un désarroi des maires aujourd'hui qu'on doit entendre. Donc, mais Amina deuxièmement, Bakar, sur ce que vous avez dit... Je vais vous laisser finir et je vous poserai une question. Sur ce qu'a dit Naïma sur le fait qu'on doit aujourd'hui, pour permettre à ce que des petits candidats puissent être parrainés, vraiment cette barrière de 500 parrainages, c'est une montagne insurmontable. Il y a beaucoup de candidats qui ont trébuché à la montagne les aider, justement. Avec 300 parrainages. Ramayad avait 383. Et plein d'autres candidats connus. C'est un scandale que Ramayad n'ait pas pu participer à l'élection. C'est un scandale. Entre 100 et 150, 200. Je trouve que 500,
c'est une barrière insurmontable et qu'aujourd'hui, il y a une vraie réforme qui doit être faite pour qu'on puisse permettre un pluralisme de candidats et pas que ce soit l'apanage des mêmes partis. C'est horrible. Tous les 5 ans, une élection Mais présidentielle. Amina Ça Bakar, je participe vais à quand même vous l'existence. poser cette question. Dans les calculs politiques où justement, lorsque l'on est plutôt à gauche, on va préférer la multiplicité des candidatures de droite, donc on va donner son parrainage pour un énième candidat de droite, et inversement, est-ce que justement on n'est pas dans le calcul politique? Toujours, il y a toujours les calculs politiques. On veut faire éliminer celui qui sera en moins en capacité de battre son candidat. Donc il y a toujours d'autres enjeux, mais l'idée en fait pour moi, c'est que le débat politique ne soit jamais perdant, qu'on puisse avoir des représentations de franges d'idées politiques la plus possible, et dans ce cas-là permettre à élargir ce scope. C'est tout à fait Après, il y a possible. aussi le en problème des réformant. gros candidats. On leur donne aussi la possibilité sur les plateaux télé, etc., de les mettre plus en valeur que d'autres, donc plus de voix, etc. Exactement. Moi, je trouve que, par exemple, ça aussi, pour moi, c'est un sujet. Le Du fait temps de parole des candidats. Alors ça sera un autre débat, ça oui. sera peut-être la semaine prochaine, si vous voulez bien. On termine sur ce point-là, et on passe au dernier. Exprès pour les élections. Et on passe au dernier sujet, primaire populaire. La gauche est-elle à bout de souffle? Donc, pour le coup, un petit tour de table. Il nous reste plus beaucoup de temps. Nadia Chérif. Oui, moi je pense qu'elle est à bout de souffle. Et d'ailleurs, qui représente la gauche aujourd'hui? C'est vraiment très difficile pour ceux qui ont le cœur à gauche de pouvoir se dire quel est le candidat qui représente mes idées et qui va se battre pour qu'on puisse avoir une société qui change et qui soit un vivre ensemble plus acceptable et pas du farming comme les précédentes années des partis socialistes qui ont juste subventionné, et pourtant j'ai le cœur à gauche encore une fois, qui ont juste subventionné et n'ont pas assez pris l'ampleur de la difficulté des zones où il y a un désert médical, désert éducatif, désert professionnel. C'est toujours le cas, 40 ans après, c'est toujours le cas. Amina Bakar, cette primaire, justement, avec 467 000 personnes donc, qui seraient susceptibles de voter, en tout cas qui en ont fait le choix, est-ce que c'est pas juste, le projet n'est pas déjà mort dans l'œuf, puisque Yannick Jadot, Mélenchon et Anne Hidalgo ont annoncé déjà leur souhait de ne pas participer à cette primaire, et ont demandé à ce que leur nom soit retiré? Dans la façon dont vous le présentez, effectivement, il y a une partie des candidats qui ne se reconnaissent pas dans le candidat qui sera sélectionné et retenu. Maintenant, dans la démonstration de force faite par la primaire populaire, qui a réussi à réunir 475 000 militants aux personnes qui se sont inscrites, c'est une vraie démonstration de force. Quand on voit que les primaires et des LR, de leurs adhérents, et de Europe Écologie des Verts n'ont pas retenu, Oui, il y a eu moins de votants. moins de 200 000, lorsqu'il y a Oui. 5 ans, on était à 1 million ou 2 millions. Donc il y a une vraie démonstration de force qu'ils ont voulu instaurer. Et je rappelle que ça a été organisé par les candidats, par des mouvances citoyennes, et non pas par la gauche, même s'il y a une majorité de candidats de gauche qui y sont candidats parce que c'est le cœur de leurs idées, mais c'est pas forcément parce qu'ils n'ont pas de candidats citoyens. Il y a eu beaucoup de candidats citoyens. Donc c'est deux sujets pour moi. C'est l'émergence d'une entrée citoyenne dans la politique et des gens qui ont voulu mettre en place cette plateforme, donc c'est une bonne chose. Et de l'autre côté, effectivement, une tentative de vouloir unir la gauche. Pour moi, la problématique de l'union de la gauche, c'est une problématique qui date depuis longtemps, qui n'a pas été suffisamment anticipée lorsqu'il y a eu la réélection de M. Faure, qui a été président du PS. Pour moi, une élection, ça se prépare. Et enfin, je dirais qu'il n'y a pas de régénération du parti depuis longtemps. Quand j'ai revu M. Drey revenir sur les plateaux, je me suis dit, c'est pas possible, c'est le passé qui arrive. Là, il n'y a pas de régénération du parti. Aujourd'hui, ils en subissent les conséquences, à savoir qu'il faut aussi un régénérateur des personnes et des idées. Et c'est aussi malheureusement l'apanage de beaucoup d'autres partis. Et ça se paye. Aujourd'hui, ils sont en train de vivre leur déclin. Naïma Sifer, la gauche a encore des chances? Je vais être sceptique, mais je pense pas que... En fait, je regardais hier justement sur les infos, ils avaient été interrogés, je ne sais plus dans quelle ville, un citoyen, enfin plusieurs citoyens, en disant est-ce que Anne Hidalgo... Anne qui Vous voyez, enfin, c'est révélateur d'une campagne qui est pratiquement inexistante. Tant qu'il n'y aura pas l'unité, tant qu'ils n'uniront pas leurs forces... Mais est-ce qu'il ne faut pas un renouvellement du paysage politique à gauche? Complètement. Les dinosaures du Parti C'est Socialiste? ça, c'est exactement ça. Il faut tourner. Pourquoi vous voulez sauver la gauche? Je ne comprends pas. Non, mais c'est une question. Alors moi, j'ai pas d'étiquette. Je suis sans étiquette, je précise ça. Il n'y a pas de raison de sauver Alors la gauche. Maliki, on vous écoute. Non, pas du tout. Mais non, mais je vous écoutais depuis tout à l'heure. J'en avais larmes à l'œil. Je me dis, à un moment donné, on est en train de vivre des obsèques de la gauche et vous êtes en train de m'expliquer. Peut-être que certains militants sont orphelins aujourd'hui.
avoir bien d'humanité. Mais c'est pas trop grave, nous on va les accueillir. Et puis on a beaucoup de choses à leur proposer. Nous, c'est qui? Mais nous, la droite, je veux dire, c'est. Quand je vous écoute, je vous assure. Mais il y a que j'ai- l'émergence de nouveaux partis. C'est également. l'opportunisme politique. Vous ça, savez, moi, pour moi, vraiment. la gauche va vivre parce que oui, exactement. Mais bien sûr, mais on fait de la politique. Donc, Oui, moi, je le dis simplement, ils vont vivre ce qu'a vécu la gauche italienne. C'est-à-dire qu'ils vont totalement disparaître du paysage politique. On a parlé d'Anne Hidalgo, il faut voir le type de campagne qu'ils mènent. Et puis, heureusement qu'il y a encore Jean-Luc Mélenchon, et Dieu sait que je suis pas d'accord avec lui, mais qui apporte quand même des idées, qui a quand même un raisonnement, qui a quand même une philosophie. Il y a une contradiction en face, il y a un projet de société. Enfin, je veux dire, le Parti Socialiste, enfin, mis à part Manuel Valls, qui va revenir un peu partout, et on est très content qu'il soit encore candidat de tout. Mais moi, je suis très satisfait de ce qui se passe surtout à gauche. Enfin, Non, moi je pense qu'ils vont renaître de leur Je me réjouis. cendre à un moment D'accord. donné sous une autre forme. Oui, Sous c'est bien. une autre forme. D'accord. Et, On n'est pas et pressé. justement, écoutez, c'est votre avis, tant mieux, hein, et on est là pour discuter, mais aussi apprendre de leurs erreurs et faire en sorte que ce soit un parti qui vive avec son époque et avec ses citoyens. Nadia Cherif, on a juste parlé de Manuel Valls, justement, qui a ruiné les espoirs du Parti Socialiste. Monsieur Valls, est-il français? Alors, il a été Premier ministre. Oui, mais est-il Alors, français? je ne répondrai pas à cette question. Voilà, parce qu'il a été en Espagne, n'est-ce pas? Il a la double nationalité. Oui, comme beaucoup de Français. Voilà, souvenons-nous d'un moment où il a dit qu'il voulait retirer la double nationalité, qu'il trouvait que ce n'était pas ajustable et qu'il fallait La une loi de la seule- déchéance, c'est Voilà. quelque chose qui n'est pas passé Non, du à tout. gauche. Bon, après, c'est une personne qui retourne régulièrement sa veste aussi. Et là, encore une fois, il y a un problème d'honnêteté, de franchise, de transparence. Et c'est à La l'autre- gauche a un devoir d'inventaire, justement, par Tout rapport à à ça. fait. Et d'audit et de transparence. Très bien. Vous voulez ajouter un dernier mot sur le sujet? Non, vive la droite. Hein, C'est la provocation utile. C'est la provocation utile. Honnêtement, j'étais très triste d'écouter les obsèques de la gauche. Mais c'était très. Enfin, moi, je m'en réjouis pour le coup. Mais c'est vrai que bon. Non, c'est un Faut mauvais- laisser Je vois que vous êtes habillé en noir, justement. Vous portez le deuil de Ah, la gauche. Mais non, pas du tout. Mais pourquoi on C'est un parle mauvais pas de piège. mutation? Non. C'est pas la mort, je c'est pense la que- mutation. je pense que la tout gauche C'est va la se mutation, lever, je suis d'accord. tout Et sauf pour la la gauche. sainteté du débat politique, il nous faut une gauche qui soit forte. Parce que s'il n'y a plus Vous de croyez au gauche, il n'y a clivage plus de- encore, Amina Dakar? Pas forcément, Ah, pas forcément, mais je pense que les idées qu'elle incarne, sans le clivage par contre, les idées qu'elle a portées et qu'elle incarne correspondent et font écho aujourd'hui dans beaucoup d'électorats aujourd'hui, et qu'il est important qu'elles soient reprises et encore portées pour un débat. On ne peut pas être que dans un débat entre soi, de personnes qui ont les mêmes idées, c'est dangereux. Et c'est l'humain qui fait le parti politique. C'est pas uniquement le parti politique, c'est les personnes qui arrivent et qui sont là et qui portent des idées. On vote pour une personne, on vote pour un parti, mais pour la personne aussi. Donc l'humain est Très au bien. centre du On débat. s'arrêtera sur cette note d'espoir. Je vous remercie pour votre participation. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon week-end et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.